bien voulu participer. On reviendra tout à l'heure sur les travaux de Johan et de Laurent qui nous font donc l'amitié de bien vouloir intervenir aujourd'hui. Puis merci à vous aussi, les participants, d'être là et puis de participer au débat qui aura lieu à l'issue des présentations. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir juste brièvement sur le titre qu'on s'est donné pour cette séance et puis ensuite de laisser la parole aux deux intervenants après une brève présentation de leurs travaux antérieurs. D'accord ? Donc, le titre, les usages sociaux de l'automobile en route avec Luc Boltanski. Alors, pour celles et ceux qui pourraient être déçus, alors Luc Boltanski n'est pas parmi nous, hein, mais par contre, on fait quand même un clin d'œil assez appuyé à certains de ses travaux des années 1970. Il a fait 2 articles qui sont assez fameux en sociologie, publié en 1975-1976 sur en fait l'homologie, c'est-à-dire les formes de proximité entre l'espace des modèles automobiles, les différents types, les différentes marques, et puis l'espace des positions sociales en France au cours des années 1970. Après, il va passer à beaucoup d'autres objets d'études, mais en tout cas, ces 2 articles-là sont particulièrement intéressants. Donc, un premier article publié en 1975 dans les Actes de la recherche en sciences sociales, qui s'intitule « Les usages sociaux de l'automobile, concurrence pour l'espace et accidents ». Alors, c'est un article qui est inspiré notamment de certains travaux antérieurs de Pierre Bourdieu, La distinction, qui est publiée en 1973, mais surtout, ce qu'on peut retenir de ces travaux de Luc Boltanski, c'est qu'en fait, il va aller un peu contre un sens commun et un peu contre une doxa qui est très psychologisante à l'époque sur les questions de conduite automobile et de sécurité routière notamment, c'est-à-dire qu'on avait tendance à parler des problèmes liés à l'automobile en les référant à des natures humaines et à des personnalités. C'est-à-dire qu'on mettait beaucoup en avant auparavant les questions d'agressivité, les questions d'instinct et de pulsion au volant. Et lui, en fait, il va dire il faut traiter la question automobile ou les questions afférentes à l'automobile comme des faits sociaux ordinaires. Et notamment, il faut s'intéresser à la place occupée dans l'espace social par les conducteurs. D'accord ? Alors, il y a d'autres auteurs qui ont dit ça avant lui, y compris des auteurs nord-américains, on y reviendra peut-être, mais lui, il insiste vraiment là-dessus en montrant qu'il y a une compétition pour l'espace réduit de la route notamment, et que dans cette compétition, on n'est pas tous et toutes égaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux, y compris en termes de choix de nos véhicules pour rentrer dans l'activité de conduite. Et il montre, ces articles dès 1975 sont vraiment précis, et il montre déjà bien qu'il y a des choses inattendues, c'est-à-dire qu'il y a des jeux à la frontière, c'est-à-dire qu'il y a certains milieux sociaux, quand on est par exemple une classe moyenne, on peut choisir d'avoir un véhicule qui est peut-être dans l'imaginaire collectif, qui est peut-être un peu dévalorisé. Il va prendre l'exemple notamment de la 2 chevaux dans son article. On pourrait prendre le cas de la Dacia aujourd'hui, pour certains bobos qui ne souhaitent pas s'afficher avec une voiture de standing. Donc, il va revenir là-dessus, sur les différents jeux qu'il peut y avoir en fonction de son milieu social, sur le type de voiture qu'on va vouloir ou qu'on va pouvoir conduire, pour échapper à des formes de repérage ou de marquage social. D'accord ? Donc, il a un deuxième article qui arrive un peu après, en 1976, qui est plus court, qui s'intitule « L'encombrement et la maîtrise des biens sans maître ». L'encombrement et la maîtrise des biens sans maître, donc c'est un tout petit article, beaucoup plus court que le précédent, et qui critique en fait la propension de certains milieux bourgeois notamment à dire du mal et à critiquer la démocratisation de l'automobile. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi sur comment est-ce qu'on va percevoir, on est dans des milieux plutôt aisés, la démocratisation de l'accès à l'automobile au cours des années 1970. Donc ça, c'est un petit peu le socle qui était intéressant avec des approches à la fois quantitatives et qualitatives du rapport à l'automobile. Et on a voulu faire intervenir deux chercheurs qui nous plaisent bien et qu'on trouve intéressants, qui ont des points de vue qui sont assez contrastés sur le sujet. Alors, il va y avoir d'abord Johan Demolly qui interviendra en premier, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui est sur place aussi directeur du département de sociologie et de géographie et qui est chercheur au laboratoire Printemps. Alors, il nous proposera une intervention autour de classes de voitures et voitures de classe sur la stratification sociale des modèles automobiles depuis les années 70. Alors, je ne vais pas défleurer trop le sujet, je vous dis juste 2 mots pour situer un petit peu les travaux de Johan.
Donc, il y a un spécialiste en effet des questions de stratification et de distinction sociale. La stratification, c'est en fait comment est-ce qu'on fait des groupes pour repérer dans la société là où les gens se réunissent objectivement et autour de quelle propriété sociale. Alors, Johan, il a notamment publié un livre qui a été évoqué tout à l'heure lors du tour de présentation avec Pierre Lannoy sur la sociologie de l'automobile. Il n'y avait pas vraiment d'équivalent auparavant. C'est un petit ouvrage paru dans la collection Repères de la découverte en 2019, où il revient précisément sur ce que je viens de dire sur Luc Boltanski, et il montre que les usages de la voiture, encore aujourd'hui, ils restent socialement et géographiquement différenciés. C'est-à-dire qu'on ne conduit pas la voiture de la même manière en fonction de qui on est dans la société et de où on se trouve géographiquement. Il va montrer notamment qu'il y a des ségrégations très fortes des ouvriers et puis des plus précaires en zone rurale. Donc, on verra s'il revient tout à l'heure. Il y a aussi un autre article que je tenais à évoquer brièvement, un article qui est publié en 2015 dans la Revue française de sociologie qui s'intitule « Carbone et tôle froissée, l'espace social des modèles de voitures ». Donc, c'est un article qui se base sur une approche quantitative, sur des données issues de l'enquête nationale transport et déplacement qu'on est nombreux à connaître aujourd'hui, qui est une grosse enquête sur plus de 10 000 ménages avec 15 000 voitures et puis 25 000 individus. Donc, il va compulser ces données à travers une analyse des correspondances multiples et il va en ressortir des choses intéressantes et contre-intuitives sur ces questions d'usages sociaux de la voiture, notamment sur les questions de pollution et de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous et toutes le même rapport à la pollution et à la sécurité en fonction de son véhicule. Ça rejoint d'autres travaux, il l'évoquera peut-être tout à l'heure, notamment les travaux de Mathieu Grossetête sur la sécurité routière, ceux de Jean-Baptiste Combi sur l'environnement. Et finalement, ça nous donne à voir des choses assez inattendues sur les ressorts symboliques, mais aussi sur les propriétés matérielles de nos choix. C'est-à-dire, quand on est issu d'un milieu très populaire, on ne va pas forcément acheter la même voiture que si on était dans un milieu beaucoup plus favorisé, et ça peut avoir un impact en termes de pollution et en termes de sécurité. Alors, je passe sur ces autres articles qui sont nombreux, donc vous en faites pas, je vais bientôt m'arrêter sur ce point-là, pour laisser la parole aux intervenants. Il a quand même aussi publié plusieurs autres articles qui font écho à ce qui a été dit durant le tour de table, notamment un article issu d'un colloque du GERPISA en 2014 sur justement comment est-ce qu'on investit dans sa voiture. Et en fait, il va montrer dans cet article-là que là aussi, en fonction de son milieu, on ne va pas avoir les mêmes dépenses et pas sur les mêmes types de véhicules. Donc voilà. Le deuxième intervenant qu'on aura aujourd'hui, c'est Laurent Hiver. Alors Laurent, qui est lui ingénieur divisionnaire des travaux publics et qui est docteur par ailleurs, directeur adjoint du département aménagement, mobilité, environnement de l'université Gustave Eiffel, et qui est affilié au laboratoire DEST, qui est le laboratoire dynamique économique et sociale des transports. Alors qui lui aussi déploie des approches qualitatives et quantitatives, donc on va revenir aussi sur du quantitatif aujourd'hui, sur quelques modèles, on va les mettre en contexte, etc. Et qui a publié des articles qui ont été évoqués tout à l'heure par Anna Aguilera, notamment un dossier de la revue RTS, Recherche, Transport et Sécurité, sur des questions de renouvellement de la culture automobile, avec un article qui est sorti en 2021 sur des questions de démotorisation, notamment des actifs et des retraités dans les aires urbaines françaises. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on entend par démotorisation, etc. Et puis, il a bossé aussi, il a travaillé aussi auparavant, 2013 notamment, un article sur la question qui fait un peu grincer des dents parfois en France du diesel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une histoire d'amour des Français avec le diesel? Est-ce qu'il y a un désamour qui est en train de se dessiner ou pas? Ça, c'est un article qu'il a publié en 2013 dans Energy Policy. Et puis, d'autres publications, là aussi, je reste rapide, mais notamment un travail dans une publication du CGDD, qui est le Commissariat général du développement durable, qui est affilié au ministère de la Transition écologique, et qui est en fait une revue de littérature qui traite des véhicules légers, de l'énergie et des émissions sur les 3 dernières décennies. Voilà, donc ça c'était juste, je l'espère, une manière de vous mettre en appétit sur ce que vont pouvoir nous dire nos deux intervenants. Je ne doute pas un seul instant que ce sera passionnant. Donc on leur laisse à minima au moins 30 minutes d'intervention.
40 s'ils le souhaitent, et puis on prendra les questions dans la foulée, sauf si vous avez vraiment des questions de clarification qui vous empêchent de comprendre. Là, vous n'hésitez pas soit à lever votre main numérique ou soit à l'écrire dans le chat, et on pourra les laisser intervenir à ce moment-là. Voilà, donc si cette organisation-là vous convient, je propose qu'on laisse la parole à présent à Johan, qui peut utiliser une présentation PowerPoint s'il le souhaite. Donc Johan, n'hésite pas, je te laisse la parole. Bien, je vous remercie beaucoup d'abord d'être présent pour l'invitation, et puis merci aussi beaucoup Steph pour cette très jolie présentation. Alors, je voulais donc aujourd'hui vous parler d'un... En fait, c'est un chapitre de ma thèse que j'ai repris. Classe de voiture, voiture de classe, la stratification sociale des modèles automobiles depuis les années 70. Alors, on remarquera la structure en chiasme du titre qui vous rappellera peut-être vos vieux fondamentaux de Bourdieu. Alors, je vais d'abord commencer par l'introduction. Ensuite, j'essaierai de vous dire ce que deux sociologues, Boltanski et Gartman, ont dit de la classe de l'automobile. Que nous dit l'automobile de la stratification sociale? Ensuite, j'essaierai de vous montrer comment j'ai essayé d'opérationnaliser ce test de théorie avec la nomenclature toute simple des voitures en France, les segments A, B, C, enfin j'y reviendrai. Et ensuite, je mettrai en place quelques modèles qu'on appelle des modèles log-linéaires pour essayer de tester cette association au fil du temps. Alors, ce sera un petit peu technique, mais l'idée, c'est plutôt d'interpréter ensemble les résultats dans une discussion. Alors, en guise d'introduction, je voulais d'abord vous parler de trois petits romans très hétérogènes, très différents. Babbitt, La carte et le territoire et Ma Mercedes est plus grosse que la tienne. Trois romans à lire si ce n'est déjà fait. Alors, Babbitt nous dit que, enfin, dans ce roman Babbitt, on nous dit que dans ce XXe siècle, la marque d'une voiture, ou en tout cas la voiture d'une famille, indique son rang social aussi bien que les rangs de pairage d'une famille anglaise. Michel Houellebecq qui nous parle de la Mercedes classe A, c'est la voiture idéale d'un vieux couple sans enfants, c'est l'entrée de gamme de la firme à l'étoile, c'est une voiture discrètement décalée. Alors là, on nous parle finalement un petit peu de segmentation horizontale, on y viendra. Depuis plus de 50 ans, la bourgeoisie mondiale était dans son ensemble demeurée fidèle à Mercedes, c'est toujours du Houellebecq dans le texte. Et enfin, Nwanko, qui nous donne une autre forme de hiérarchie dans l'automobile. Dans son ouvrage « Ma Mercedes est plus grosse que la tienne », la Jaguar dorée fit sensation. Alors, on peut penser qu'elle fait sensation aussi par sa couleur. Ce n'était pas la seule voiture arrêtée devant l'église, mais c'était la seule voiture neuve. Toutes les autres étaient des modèles anciens, appartenant à des commerçants des villes voisines qui étaient venus passer le dimanche à Anyosha. Bon. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va essayer d'évoquer ensemble ces éléments-là que des romanciers ont évoqués. Dans quelle mesure la stratification sociale est un reflet direct ou médiatisé de la stratification des modèles de voitures. Dans quelle mesure il y a un lien, une homologie entre stratification sociale et stratification des modèles de voitures. C'est un petit peu la question que nous pose Babbitt. Dans la carte et le territoire, on voit que finalement, il y a une sorte de floutage parfois des nomenclatures. La Mercedes classe A en est l'exemple. Et puis, enfin, on a aussi d'autres caractéristiques des voitures, puisque les voitures, c'est aussi des paniers de caractéristiques en réalité. Et ce qui est important, c'est peut-être moins le type de voiture que le mode d'achat. Est-ce que je l'ai acheté neuf ou d'occasion? Bon, alors, cette petite introduction doit aussi commencer par le fait que la voiture a une dimension symbolique. Hein. Alors, évidemment, aujourd'hui, dans la plupart des politiques publiques ou un économiste pourrait penser la voiture uniquement dans sa dimension utilitaire, mais on sait, hein, quand on fait un peu de sociologie ou d'anthropologie ou d'histoire, que il y a une dimension forte, symbolique aux objets, et en réalité, l'automobile n'est pas simplement un moyen de se rendre du point A au point B, que ça répond à des besoins, que ça agit comme des marqueurs sociaux, et que, comme le disent souvent les anthropologues, hein, je pense notamment à Isherwood, que la logique symbolique des biens, elle passe souvent par un système de classification. Et ensuite, je suis assez curieux de connaître vos réactions parce que je vais utiliser un système de classification des automobiles. On peut penser tout à fait à d'autres systèmes de classification et je serais curieux de vous entendre à ce propos.
Alors, justement, classer l'automobile, ça a été peu exploré par les sociologues en particulier. Alors, si jamais vous y pensez, ouvrez votre Bourdieu au moment de l'espace des styles de vie, et on voit qu'il y a certains modèles commerciaux dans le fameux espace social de Bourdieu. Il y a quelques points là, alors à côté du Monde ou du Figaro ou du Parisien, il va y avoir quelques modèles de voitures. En tout cas, ça y est, c'est pas commenté hein, dans le corps de la distinction. Alors bien sûr, c'est pas commenté dans le corps de la distinction parce que ce que essaye de montrer justement Bourdieu, c'est que les pratiques et les biens culturels deviennent clivants dans un moment où la consommation elle se massifie. Alors toutefois, il parle d'automobiles de catégorie supérieure, hein, en particulier pour les styles de vie bourgeois, mais il nous en dit pas plus, hein, Bourdieu. Bon alors, autrement dit, il y a une petite question avant de répondre à la question, c'est comment classer l'automobile pour appréhender si elle est un bien classant. Alors bon, on y reviendra, c'est pas du tout évident, évidemment, de discuter de ce type de nomenclature. Alors, dans une première partie, je voulais d'abord revenir à ce que nous ont dit deux grands sociologues sur ce lien entre stratification des modèles et stratification des classes. Alors d'abord, cet article de Luc Boltanski qu'a évoqué Steve fort à propos. Et puis, il y a aussi un auteur qu'on connaît peut-être moins, qui est à la fois historien, sociologue, qui s'appelle David Gartman, qui a écrit un petit ouvrage, enfin petit, non, il n'est pas vraiment petit, qui s'appelle Auto-Opium, mais j'y reviendrai. Alors, je ne sais pas si un jour vous avez eu cet article de Boltanski dans les mains, il est vraiment assez amusant. En fait, c'est vraiment le premier moment des actes de la recherche en sciences sociales, où, alors certes, on fait un peu feu de tout bois, il y a des publicités, il y a des tableaux de statistiques issus de grandes enquêtes de la stat publique, mais il y a aussi des enquêtes d'instituts privés. C'est assez amusant, en réalité, d'abord. C'est très touffu, c'est très dense, il y a beaucoup de choses dans cet article, et en particulier, il y a des choses sur le lien entre l'espace des modèles et l'espace des positions sociales. Alors, pour le situer un peu historiquement, ce texte, on est vraiment en plein dans la diffusion verticale de l'automobile. Alors, à cette époque, la diffusion verticale de l'automobile a déjà bien eu lieu, hein, elle est déjà bien entamée. Elle n'a pas encore vraiment eu lieu, c'est plutôt cette diffusion horizontale de l'automobile, c'est-à-dire la diffusion, par exemple, des hommes aux femmes ou entre les classes d'âge. Alors, comme je vous le disais, hein, il utilise pas mal de données stats, l'enquête transport, l'enquête permanente de conditions de vie des ménages, et il veut essayer de mettre en lumière les régularités objectives du marché de l'automobile. Alors, à la page 36, il nous montre cette homologie, hein, le fait qu'il y a un lien entre la hiérarchie des véhicules et la hiérarchie sociale. Steve l'évoquait, hein, en particulier, il nous dit que des voitures comme la DS21, la Peugeot 504, sont possédées en majorité par des membres des professions libérales, des cadres sub ou des patrons de l'industrie et du commerce. Les modèles les plus anciens et les moins coûteux, qui n'étant plus produits, sont nécessairement achetés d'occasion, comme la Renault 4 chevaux, la Dauphine, la Simca Aron ou la Peugeot 403, se rencontrent le plus souvent chez les agriculteurs, les ouvriers agricoles ou les manœuvres. Bref. Donc là, vous voyez, il essaye de faire des liens entre les groupes sociaux. Alors là, c'est comme ça qu'il appréhende la stratification sociale, c'est comme ça que je le ferai aussi. Et pour la nomenclature des véhicules, alors c'est un peu frustre, hein, mais il va simplement prendre les modèles à la fois les plus fréquents, les plus produits, et il va reprendre finalement un peu les catégories constructeurs. Alors, là où est intéressante l'argumentation de Boltanski, c'est qu'il nous dit justement que cette homologie, elle est imparfaite. Elle est imparfaite pour plusieurs raisons, pour tout un faisceau de raisons. Alors d'abord, il montre qu'il y a pas mal de modèles qui sont, dit-il, relativement peu marqués mécaniquement et socialement. C'est-à-dire qu'on a du mal à les classer parmi les modèles, et puis on a du mal à les classer parmi les catégories socio-professionnelles. Aussi, les propriétés des conducteurs ne sont pas tout à fait et entièrement mécaniquement déductibles des propriétés des véhicules. En fait, ce que nous dit Boltanski, c'est que l'automobile peut faire l'objet de stratégies, de manipulation de la part des agents.
c'est quelque chose qui, au contraire d'un accent, de la maîtrise de la syntaxe ou du savoir-vivre, eh bien, ce sont des dimensions sociales qui peuvent être manipulées. Alors justement, c'est parce que l'automobile est un marqueur de classe trop évident qu'on peut le manipuler. En fait, Boltanski nous dit que la voiture, l'automobile, ne nécessite pas d'autre capital qu'un capital économique. Alors, on pourrait revenir un peu d'ailleurs là-dessus. Il nous dit finalement que le choix des modèles qui font écho à des positions sociales plus élevées ou le choix de modèles attachés à des positions moins favorisées, eh bien, peuvent s'avérer l'objet de stratégies. En fait, on peut essayer, nous dit Boltanski, d'échapper au repérage social en se dotant de véhicules statistiquement improbables, étant donné la position que l'on occupe dans la structure des classes. Alors, il nous évoque justement ces bobos. Alors, si on devait définir justement de façon un peu sociologique ce qu'est un bobo, on pourrait imaginer que c'est finalement ces classes dominantes qui ont plutôt plus de capital culturel que de capital économique. C'est, pour le dire comme Bourdieu, les fractions intellectuelles de la classe dominante. Alors, Boltanski il évoque pour ces classes une forme d'inversion symbolique, et il s'agit d'acheter des véhicules improbables parmi ces sous-classes. Alors, il y a pas mal d'universitaires parmi les intervenantes au séminaire, les participants. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent dans nos fractions académiques que ce relatif dédain pour l'automobile. On l'a peut-être tous un peu vécu et vu dans nos laboratoires et nos universités respectives. Alors, là, c'est un prof, je crois que c'est un agrégé de maths qui travaille peut-être à l'université, je ne me rappelle plus bien, chez Boltanski, et qui dit, bien sûr, il y a toute une catégorie intermédiaire entre la voiture éco et la voiture pour le plaisir. Ce sont des voitures plus efficaces que la 2 chevaux, c'est ce qu'il a lui-même. Mais elles correspondent à une catégorie sociale que je ne veux pas du tout singer, le bof ou le père de famille qui veut trimballer tous ses gosses. Ce sont des voitures difficiles à arborer. Ah. Vous voyez comment cet enquêté évoque le fait de se doter d'un véhicule qui est pas vraiment, qui est vraiment en deçà, en quelque sorte, de ses moyens. On peut remarquer aussi, pour le petit clin d'œil, que c'était une époque, effectivement, où la diffusion horizontale de l'automobile n'avait pas eu lieu, parce qu'on parle du père de famille qui vient trimballer tous ses gosses. On ne parle pas de la mère de famille, encore, la fameuse soccer mom qui trimballe tout le monde le mercredi, le samedi, et puis tous les autres jours de la semaine, d'ailleurs. Bref, et il évoque, à l'inverse, ces classes moyennes, alors qui met d'un gros bloc ces classes moyennes, dont il évoque des formes de surinvestissement dans l'automobile, où on va plutôt essayer d'acheter par l'occasion des voitures à fort pouvoir symbolique, mais de moindre valeur mécanique, de moindre qualité en quelque sorte. Par exemple, il évoque la Ford, qui a l'apparence extérieure proche des véhicules des classes dominantes, mais qui n'en a pas leur qualité technique. Bon, vous voyez, pour l'instant, que nous dit Boltanski? Il nous dit qu'il y a une homologie, mais que cette homologie, elle est tout à fait imparfaite, parce qu'il y a un jeu très fort des acteurs. Il y en a qui ont ce jeu d'inversion symbolique et d'autres des formes de surinvestissement via, par exemple, le marché de l'occasion. Alors, donc, en réalité, voilà, ce que nous dit Boltanski, c'est qu'il y a une forme de polarisation, il y a une sorte d'homologie pour les fractions les plus dominantes et pour les fractions les plus populaires. C'est globalement ce que nous dit Boltanski. Dans le milieu, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, pour le dire rapidement. Alors, après avoir lu Boltanski, j'étais à la fois excité d'essayer de reproduire ce qu'il a fait 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, avec les nouvelles données de la série des enquêtes transport, mais j'étais aussi un peu frustré, parce que on voit bien que ce modèle de l'homologie imparfaite, il n'est pas tout à fait satisfaisant eu égard à l'évolution du marché automobile. Entre les années 70 et les années 2000, effectivement, le marché automobile français, comme beaucoup de marchés auto, change beaucoup. On a, pour le dire vite, une segmentation horizontale, c'est-à-dire qu'on a des véhicules qui, au sein d'un même segment, sont adaptés à des usages particuliers, j'y reviendrai un peu. On a évidemment l'émergence des constructeurs étrangers sur le marché français. Alors tout ça
brouille certainement un peu les thèses de Boltanski. J'avais envie d'y revenir. Et justement, David Gartman, dans Auto-Opium, nous délivre un très bel essai où il essaie de faire une histoire sociale du design de l'automobile aux États-Unis, et il contient pas mal d'éléments pour discuter de cette homologie entre les classes de voitures et les classes de propriétaires. Alors, l'ouvrage de Gartman, il est pas si récent que ça, enfin, il date du milieu des années 90. S'il est intéressant parce qu'il se met directement en contradiction avec les thèses de la distinction, où, en fait, son objet principal, hein, c'est d'étudier comment on peut saisir les conflits entre les groupes sociaux à partir des évolutions du design des automobiles. Alors, sur le temps long, Gartman nous dit qu'en fait, le design des véhicules converge de plus en plus, que les voitures aujourd'hui sont de plus en plus semblables relativement à des voitures qui auraient 80 ou 100 ans. En fait, plus précisément, il va distinguer 3 périodes de logique symbolique de l'automobile, qui sont, alors il faut voir ces périodes comme des idéotypes, hein. Ce n'est pas des périodes qui s'enchaînent en s'achevant totalement et en n'existant plus, mais qui sont à chaque fois prédominantes. On avait d'abord une logique de la distinction, une logique ensuite de la consommation de masse, pour venir ensuite à une logique de l'auto-individualité. Je vais revenir sur ces 3 logiques, puis on va essayer de voir comment ensuite on peut opérationnaliser tout ça. En fait, il nous dit que la logique de la pure homologie, elle était vraie pour les États-Unis du début du XXe siècle. L'association entre groupes sociaux et classes d'automobiles était alors forte. Il y avait des modèles produits en série versus des modèles fabriqués artisanalement. Et là, Gartman nous dit que les biens ont des qualités tout à fait différenciées. Il s'agit vraiment d'une opposition de nature qualitative. Il y a en quelque sorte une correspondance très forte entre le monde de la consommation et le mode de la production. Aux ouvriers, les marchandises produites en série, aux dominants, aux propriétaires des moyens de production, les biens produits artisanalement. Et c'est ce que Nicolas Herpin appelle l'échec paradoxal de la Ford T. C'est-à-dire que la Ford T avait en réalité une symbolique extrêmement dévalorisée, avait une image très dégradée. Je suis désolé de citer cette blague qui se faisait autour de la Ford T. On demande un jour pourquoi le modèle T ressemble à une maîtresse. La réponse, c'est parce qu'on n'aime pas être vu dans les rues avec elle. Cette idée donc d'une sorte de dévalorisation symbolique d'un tel modèle. En fait, Gartman nous dit que la Ford T signe la fin de cette logique de la distinction, qu'en quelque sorte, il va y avoir une forme de retournement dans le goût des classes populaires, qui va désormais refuser les biens qui leur sont explicitement et exclusivement réservés. Se déploie ensuite une logique de la consommation de masse qui est prégnante dès les années 30. C'est une logique qui prend place lorsque les marchés connaissent une certaine forme de saturation. Le marché de l'occasion prend une forme d'importance. La baisse des coûts pour les producteurs n'est pas une solution, mais on va plutôt asseoir le design comme stimulateur de la demande. Alors, en parallèle, il y a une disparition des petits constructeurs. Finalement, on a affaire à des marchés oligopolistiques avec les petits producteurs qui disparaissent. Tous les modèles, l'ensemble des modèles sont désormais fabriqués à la chaîne. Alors, il y a peut-être un tout petit delta qui ne l'est pas. Ce qui est recherché, c'est plutôt de dissimuler le caractère fordiste de la production, en ajoutant des petites options, en multipliant les couleurs, etc. Et en fait, les modèles ne sont plus tant qualitativement que quantitativement différents. Entre la Cadillac et la Ford, il y a plus tant de différences qualitatives que quantitatives. C'est simplement plus gros, plus puissant, il y a plus d'options. Il y a en quelque sorte une forme de nouvel étalon qui va se faire jour, celui de la quantité. Il s'agit ainsi finalement, nous dit Gartman, d'une forme de brouillage de la hiérarchie des modèles. Alors, c'est un adepte, vous l'aurez peut-être compris, de l'école de Francfort, Gartman. Il nous dit que finalement, ce design automobile et cette ère de la consommation de masse va permettre de cacher
les relations sociales, les relations entre les groupes sociaux, par la relation entre des choses qui, finalement, ne sont désormais plus que quantitativement différentes. Et alors, c'est là où est remise en cause la logique bourdieusienne, c'est qu'en réalité, on ne va plus avoir des voitures qui sont faites pour les uns ou les autres selon leur marque, mais que toutes les marques vont faire des voitures un peu pour tout le monde, mais qui vont se distinguer quelques modèles destinés à certains consommateurs. Se succède enfin, selon Gartman, une logique qu'il a appelée, enfin, que j'ai traduite par l'auto-individualité. Alors ici, il s'agira plutôt d'une segmentation horizontale, opposée à la segmentation verticale précédente. On est dans un contexte où le multi-équipement s'intensifie, de plus en plus de ménages ont au moins 2 voitures, et avec une intensification internationale de la concurrence. Là encore, le design va jouer un rôle moteur, si on peut dire, c'est qu'on va essayer d'offrir encore des véhicules qui soient différents, avec des innovations de design, de la carrosserie, des options disponibles. Alors, Gartman nous dit qu'il s'agit finalement de multiplier les niches de véhicules, les compacts, les sous-compacts, les muscle cars, les pony cars, les sport cars, etc., que chacune va finalement non pas cibler un groupe de revenus, mais plutôt un ensemble de caractéristiques non directement liées à la classe, comme l'âge, le genre, le statut familial. Alors finalement, ici, Gartman nous dit qu'il y a, sa thèse est assez raide, c'est qu'il y a une sorte d'explosion de cette logique de l'homologie, parce qu'en fait, précédemment, on avait au moins une homologie qui restait entre les différents segments des véhicules. Là, plus du tout. Il y a en quelque sorte des homologies qui sont fractales, avec des déterminants qui viennent se croiser, âge, genre, statut familial, voire niveau de revenu. Bref, dans cette première partie, si vous montrez l'identification de 2 tendances, Boltanski montre qu'il y a une ambivalence à la logique symbolique de l'automobile, qui a en quelque sorte une homologie inachevée entre classe de voitures et classe de propriétaires. Et Gartman tendrait plutôt à nous montrer qu'il y a une baisse de l'association entre modèles de véhicules et classe de conducteurs. Alors, une fois tout cela dit, voilà les questions de recherche que je m'étais posées. Les liens entre segments de véhicules et catégories sociales de leurs propriétaires se sont-ils affaiblis depuis les analyses de Boltanski? Quelle serait la place des logiques de différenciation horizontale aujourd'hui à l'œuvre dans la consommation étau? Et enfin, les constats dressés par Gartman pour les États-Unis sont-ils aussi confirmés pour la France? Alors, il s'agit maintenant de vous montrer un petit peu l'appareillage méthodologique de ce travail. D'abord, comment classer les modèles auto. Alors, ça va aller assez vite. Alors, vous le savez certainement, mais les constructeurs européens ont une forme de segmentation. Alors, il y a des éléments dans le chat, mais je n'arrive pas à le lire tout de suite. Non, excuse-moi, je donnais juste la référence de l'ouvrage. Pardon. Aucun problème. Ah oui, voilà. Hop, je reviens à mes petits moutons. Voilà, l'idée, c'est de rendre comparables les modèles entre eux à chaque période. Voilà, parce qu'un des gros problèmes, c'est souvent que comment comparer une Renault 4L et une Clio, c'est pas tout à fait évident. Alors, c'est un classement, vous le verrez, enfin, qui est à la fois commercial, les personnes qui travaillent dans le secteur auto peuvent s'y référer. C'est aussi juridique et vernaculaire. En quelque sorte, c'est quelque chose qui se fait à mesure que les modèles se créent. Les logiques du classement sont à la fois verticales et horizontales. C'est des véhicules, pour le dire vite, de plus en plus lourds, grands et puissants, mais aussi c'est une logique qui va confronter les différents types de carrosserie. Alors voici ce classement. On a le segment A, pour le dire vite, c'est les petites citadines. Le segment B, c'est les citadines de type Clio. Segment C, les compacts. Une 307, ça aurait mérité des images. Mais bon, comme on est à P2M, j'imagine que tout le monde est à peu près au clair sur
les véhicules. Le segment D, c'est ce qu'on appelle les familiales, la Peugeot 407. Segment E et F, alors, je les ai souvent mis ensemble parce qu'il y en a très peu, c'est les grandes routières et les véhicules de luxe. On va par exemple dans la BMW série 5, la série 7 pour la luxe et série 5 pour la grande routière. Les coupés, alors là, c'est les véhicules à 2 portes et 2 vitres latérales. On a les 4x4 et enfin les véhicules utilitaires. Donc vous voyez que de A à F, on a vraiment une logique verticale. Hein, les véhicules sont de plus en plus lourds, longs. On a ensuite une segmentation qui est plutôt horizontale, qui ont d'autres usages. Bon, j'ai utilisé cette segmentation sur les différentes dates des enquêtes transport et j'ai essayé de voir ensuite ce que cela donne avec leur association avec les catégories socio-professionnelles. Alors bien sûr, il y a des difficultés. Hein. C'est difficile de comparer même des mêmes modèles dans le temps. La Clio du début des années 90 est très différente de la Clio du début des années 2000. Elle a pris plus d'une centaine de kilos, hein, pour le dire vite. Elle a pris des équipements. C'est peut-être plus tout à fait le même véhicule. Il y a de nouveaux types de modèles qui apparaissent entre les années 80 et les années 2000. Les breaks, les monospaces, les SUV, évidemment. Il y a d'autres problèmes qui sont liés au problème de différenciation même du marché automobile. En fait, il y a ce qu'on appelle la concurrence monopolistique hein, dans ce marché, qui fait que les constructeurs vont essayer d'introduire de la spécificité pour accaparer quelques niches. Par exemple, Renault Scénic, hein, analysé par Cauchois, c'est un peu ça cette idée, c'est un petit peu de s'extraire de la concurrence pour proposer quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil que les concurrents. Et puis, il y a le phénomène qu'évoquait en creux Houellebecq au départ, c'est celui de la premiumisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la petite voiture, moyenne voiture, qu'on va essayer de rendre à une gamme supérieure, de telle sorte que comparer une Clio ou une Mercedes classe A, c'est un petit peu compliqué. En termes de prix, c'est bien vrai. Alors, voilà comment évolue cette nomenclature au fil du temps. J'ai donc pris les 3 enquêtes transport. J'ai regardé pour chacune d'entre elles comment se distribuaient les véhicules. Alors, comment on lit ce tableau? Sur 100 véhicules en 1981 possédés par les ménages en France, 6 sont dans la classe A, 27 sont de la classe B, etc. etc. Donc, j'ai utilisé cette nomenclature. À côté, j'ai pris la nomenclature des groupes socioprofessionnels et j'ai essayé de voir l'association entre ces deux variables, pour le dire rapidement. Bon, alors, pas d'évolution extrêmement notable hein, au fil du temps. Alors bien sûr, on attend avec impatience l'enquête mobilité des personnes pour avoir une 4e date et pour refaire ces traitements pour une 4e date d'enquête. Alors, comment évolue l'association entre la segmentation des véhicules et les variables d'appartenance sociale? Alors, pour le dire vite, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai donc pris ces enquêtes nationales transport. À chaque date, hein, je crois que c'est Steve qui le rappelait, on a 10 000 ménages, 15 000 automobiles, à peu près 25 000 individus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le conducteur principal de la voiture, j'ai pris sa catégorie socio-professionnelle et je l'ai donc apparié à la voiture qu'il conduisait le plus souvent. Donc, le conducteur principal du véhicule, imaginons que le premier ménage que je vois, sa voiture, c'était une gamme A, segment A, et que le ménage était ouvrier, enfin que le propriétaire était conducteur était ouvrier, eh bien on a donc A et ouvrier. Et en fait, on peut le faire pour chaque couple d'individus, conducteurs et véhicules, et on a en quelque sorte un tableau croisé, un tableau qui va croiser segment du véhicule et catégorie socio-professionnelle. Et on va étudier l'association entre ces deux variables au fil du temps. Alors, comment on le fait? Eh bien, on va le faire avec ce qu'on appelle les modèles log linéaires. Alors, les modèles log linéaires, ils sont très souvent utilisés pour d'autres types de tableaux, qui sont en fait des tableaux de mobilité sociale. On va regarder la catégorie sociale du père, par exemple, et on va regarder la catégorie sociale du fils. Eh bien, j'ai un petit peu détourné la logique des modèles log linéaires pour les appliquer à une autre forme de tableau, mais c'est finalement formellement la même chose. Et en fait, on va essayer de repérer l'association statistique. En fait, dans les modèles de mobilité sociale, on va s'interroger sur le fait que est-ce que l'immobilité sociale est de plus en plus forte
ou est-ce que les deux, de moins en moins forts? Bien, c'est un petit peu ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire est-ce que l'association entre modèle de véhicule et catégorie de conducteurs est de plus en plus forte, est de plus en plus tenue? Est-ce que la hiérarchie est la même? Est-ce qu'au contraire, ça s'atténue? Bien, voilà un petit peu ce que va nous permettre de regarder les modèles log linéaires. Donc, pour le dire vite, j'ai pas un tableau, mais en fait 4, où j'ai pris un tableau qui croise la PCS du conducteur et le segment du véhicule. J'en ai 2 autres qui vont croiser la PCS du conducteur et le segment du véhicule, l'un pour les voitures neuves, l'autre pour les voitures d'occasion. Et enfin, je vais prendre un plus petit tableau où je vais prendre le sexe du conducteur et le segment du véhicule. Alors, je vais vous présenter très vite ces différents modèles log linéaires et je vous présenterai ensuite les résultats. Alors d'abord, on commence par toujours faire un modèle d'absence d'association ou un modèle d'indépendance. En fait, on fait l'hypothèse que la PCS et le segment de véhicule sont indépendants. C'est-à-dire que toutes les PCS ont les mêmes probabilités, selon la distribution des modèles dans toute la société, d'avoir tel ou tel modèle de voiture. Autrement dit, les groupes sociaux ont les mêmes chances relatives d'avoir n'importe quelle gamme de modèles. Donc, on va essayer de tester ce modèle. Et ensuite, bien sûr, l'idée, c'est d'écarter ce modèle si jamais il est mauvais et de le remplacer par un autre type de modèle. Par exemple, un modèle d'association constante. C'est un modèle très souvent utilisé dans les études de mobilité sociale, où on nous dit que l'association entre groupes sociaux et segments du véhicule est constante au fil du temps. C'est-à-dire que finalement, l'homologie reste stable au cours du temps. Il y a une inégale répartition des catégories de véhicules qui résiste dans le temps. Donc, si c'est plutôt ce modèle-là qui est préférable au modèle précédent, ça veut donc dire qu'il y a une homologie qui est constante dans le temps. On a enfin un modèle qui s'appelle le modèle unidif, comme différence uniforme. C'est un modèle qu'on introduit généralement lorsque les 2 modèles précédents sont rejetés. On va essayer de voir si ce modèle il est plus performant en termes de prédiction que les autres. Et on va faire varier la force de l'association. On va dire donc qu'il y a bien une structure à l'association, il y a bien une forme d'homologie, mais peut-être que cette homologie, elle diminue au fil du temps. Donc il y a une association, mais une association qui va ne pas être stable au cours du temps, mais qui va connaître des variations. Alors ces variations, elles peuvent être effectivement à la hausse ou à la baisse. Hein, on verra comment les modèles se comportent. Bon, je vous passe les équations qui en fait nous disent plus ou moins, essayent plus ou moins de prédire pour chaque cellule du tableau. Johan, oui. Juste une petite question dans le chat de Louis qui demande un rappel sur les segments ou sur le segment dans lequel seraient les SUV. Voilà, on revient un peu en arrière. Mais... Sans souci, j'aurais dû le préciser. Merci Steve pour la lecture du chat. Alors, j'ai écarté les SUV parce qu'ils étaient présents uniquement à une seule date d'enquête réellement. Et donc, je n'ai travaillé que sur les premiers segments A, B, C, D, H. Et puis, tu avais une autre petite question sur la construction des catégories, à savoir, par exemple, est-ce qu'on tient compte ou pas de la couleur des véhicules? Alors, ça a l'air un peu bizarre, on pourrait même revenir sur les motorisations. On sait, par exemple, qu'il y a aussi des effets de distinction sur la motorisation qu'on va choisir, tu vois, essence, diesel, grosse cylindrée ou pas, etc., pour un même modèle. Et donc, voilà, mais ça, on y reviendra peut-être après, mais si tu veux nous donner déjà quelques petits éléments sur pourquoi tu as écarté ou pas, n'hésite pas, voilà, ou sinon plus tard. Entendu. Alors, merci. Alors, effectivement, on aurait pu, on peut pas étudier la couleur auto des voitures, ça m'aurait vraiment beaucoup plu, parce que c'est un peu comme le prénom, c'est obligatoire, et puis c'est en quelque sorte gratuit, ou en tout cas minime, comme c'est pas, bref. En tout cas, forcément, les voitures en ont une de couleur, mais c'est pas présent dans les enquêtes nationales de transport, la couleur des véhicules. On n'a pas jugé utile de le donner. Une enquête que j'ai contribué à construire dispose de cette information, on pourra en discuter si vous voulez. Il y a quelques éléments dans le petit repère sociologie de l'automobile. Vous avez eu l'amabilité de rappeler la référence. Alors, je vais rapidement revenir aux résultats. Hein. Je vais aller très vite sur ces résultats parce que simplement, comment on lit ces résultats? C'est des résultats assez synthétiques.
On va regarder d'abord ce qu'on appelle le taux de dissimilarité. Alors, ce taux de dissimilarité, c'est combien de couples sont mal classés, hein, combien de segments PCS sont mal classés, et on va regarder finalement le modèle qui classe le mieux. Hein. Et le modèle qui classe le mieux, c'est le modèle UNIDIF. Et le modèle UNIDIF, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que les paramètres bêta, le paramètre de l'association, il va diminuer. Il va diminuer. Autrement dit, il y a bien une homologie entre classe d'automobile et classe sociale, classe socio-professionnelle, mais cette homologie diminue au fil du temps, hein, diminue entre 81, 93, 2008. Alors bien sûr, on n'a que 3 dates d'enquête. On aurait bien aimé une 4e pour voir si cette tendance, effectivement, se confirme. Je fais donc, bon, pour le dire vite, hein, il y a donc une réduction tendancielle de l'association entre classes de véhicules et classes de propriétaires lorsqu'on envisage cette association entre segments de véhicules, comme je l'ai fait entre A et H, et catégories socio-professionnelles. Là, je l'ai fait, par exemple, pour les véhicules neufs uniquement. Pour les véhicules neufs uniquement, là, j'ai fait les mêmes modèles, mais pour un sous-champ. Et dans le sous-champ, on a quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'on a une hausse de l'association, puis une baisse très forte de l'association. Alors, donc, si on retient que le dernier terme, on aurait plutôt l'impression que les véhicules donc, sont de moins en moins classants, hein, lorsqu'on s'intéresse uniquement aux véhicules neufs. Alors, ma petite hypothèse, c'est qu'en réalité, un des déterminants de l'achat neuf des véhicules, il est très générationnel. Avec Bernard Julien, on a essayé de montrer qu'un très bon prédicteur de l'achat d'un véhicule neuf, selon les enquêtes budget de famille, c'est avoir perçu des revenus exceptionnels. Un revenu exceptionnel, c'est un revenu de l'héritage, c'est une prime de licenciement, c'est un gain au jeu, etc. Je pourrais y revenir si vous le voulez. Par contre, lorsqu'on regarde les véhicules d'occasion, qui constituent, hein, on se le rappelle, hein, la majorité des véhicules achetés, on voit qu'il y a une hausse de l'association entre classe de voiture et classe d'individus. Ce qui n'arrange pas nos affaires parce que cette ambivalence où on a quelque chose qui se passe pour le marché du neuf et quelque chose pour le marché de l'occasion est un petit peu gênant. Alors, comme l'avait démontré Bernard Julien, hein, on voit quand même qu'il y a une très forte hausse, hein, du prix des véhicules neufs sur les 40 dernières années. Alors peut-être qu'ici, on pourrait y voir le fait que, certes, on achète de l'occasion, ça coûte souvent moins cher, mais comme on achète tous de l'occasion, c'est là où on retrouve la majorité des liens entre classes de propriétaires et classes de véhicules. Bon. Finalement, acheter neuf devient moins distinctif socialement que générationnellement, et de façon un peu contre-intuitive, hein, ce qui deviendrait, on pourrait lire les différences plutôt sur le marché de l'occasion, pour le dire rapidement. Après tout, il y a près de 2/3 hein, des véhicules achetés par les ménages qui sont des voitures achetées de seconde main ou de troisième main. Enfin, si on regarde segment de véhicule et sexe du conducteur, eh bien là encore, on voit quelque chose que j'avais essayé de montrer dans ce petit article « Les femmes prennent le volant ». On voit des formes d'appropriation féminine de l'automobile. Hein. Les femmes conduisent de plus en plus, hein, quantitativement, et puis elles conduisent aussi de plus en plus, qualitativement, les mêmes modèles de voitures que les hommes. C'est-à-dire que, en tout cas, quand on fait un petit tableau où on prend les voitures qu'on conduisent les hommes et les femmes en fonction des segments de ces voitures, eh bien l'association entre ces segments et les sexes devient de plus en plus ténue au fil des ans. C'est ce que nous dit le modèle UNIDIF. Ici. On a donc un paramètre qui va de 1 à 0,93 à 0,7. Il a donc baissé de 30%, c'est pas rien. Il y a donc en quelque sorte de moins en moins une homologie entre les classes de véhicules et les sexes de conducteurs. Même si hein, il reste, il y a une homologie, elle existe, mais elle est de moins en moins prégnante. Alors, je vais conclure parce que je vais bientôt arriver à mes 40 minutes. Alors, pour essayer de synthétiser tout ce que je viens de dire, les constats de Gartman semblent à nuancer pour le cas de la France des 30 dernières années. Certes, la segmentation verticale s'intensifie, en particulier pour les véhicules achetés d'occasion, mais
la segmentation horizontale s'affaiblit. C'est l'inverse de ce que nous présente Gertman. Hein. Vous dites qu'il y a de moins en moins de segmentation verticale et de plus en plus de segmentation horizontale. Alors bien sûr, mes données souffrent de pas mal de limites. D'abord, le nombre limité de points d'enquête. C'est toujours l'horreur quand on commente des séries qu'on n'a que 3 points d'enquête. Parce qu'on a peur que quand on a quelque chose qui fait haut, bas, haut, ou bas, haut, bas, eh bien, on ait quelque chose qui soit absolument pas tendanciel, hein, qu'on extrapole une tendance qui soit fausse. Donc, j'attends avec impatience la quatrième date d'enquête. Alors, bien sûr, je suis prisonnier d'une nomenclature, tout comme la nomenclature qu'il s'agisse de la nomenclature des CS, catégories socio-professionnelles, ou la nomenclature des segments. On peut la raffiner, cette nomenclature des segments. C'est ce que j'ai essayé de faire en prenant des sous-populations, neuf versus occasion. On pourrait prendre diesel versus essence. Et je pense que le plus problématique est qu'il y a des différenciations très fortes au sein d'un même segment. Vous achetez une Ford Focus neuve, que vous preniez la première gamme, l'entrée de gamme ou la gamme la plus élevée de ce véhicule, vous avez presque 2 segments de véhicules différents en réalité. La première vous coûte 18 000 € et la plus chère vous coûte quasiment le double dans le catalogue Ford. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore un travail en progression. Je serais ravi de vous écouter sur toutes vos suggestions. Ben, merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, je suis ravi d'écouter Laurent tout bientôt. Merci beaucoup à toi, Johan. S'il y a des questions avant qu'on passe à l'intervention de Laurent, n'hésitez pas. On peut se donner 5 ou 10 minutes pour prendre le temps d'échanger sur ce qui vient d'être dit, y compris parce que sinon, d'expérience, on sait qu'il peut y avoir des frustrations et qu'on va garder sa question pendant 1 heure jusqu'à la fin de la séance. Donc, allez-y si vous avez des questions tout de suite. Oui, vas-y Louis, j'ai l'impression que tu as une belle DS derrière toi, non? C'est pas une... Non, c'est la Citroën SM de ouais. sortie en 70, la moteur Maserati. J'avais une question, une hypothèse que j'avais envisagée sur l'explosion des ventes des véhicules SUV. Et donc, pour rejoindre l'idée de distinction sur les routes, c'est-à-dire que pour moi, avant aussi, on se distinguait sur la route en pouvant rouler extrêmement vite par rapport à d'autres voitures. Du coup, on écrasait l'autre symboliquement par des vitesses supérieures. La voie de gauche était réservée à des véhicules justement comme la Citroën SM, tandis que les 2 chevaux, les 4 chevaux étaient sur la voie de droite. Et du coup, aujourd'hui, avec la multiplication des radars, des dodanes, des ronds-points, vraiment, on ne peut plus aller aussi vite qu'auparavant. Et du coup, les gens, comme ils peuvent plus se distinguer par cette vitesse, vont se distinguer par la hauteur. Et justement, en cherchant à être sans cesse plus haut que les véhicules communs des individus, et ainsi pouvoir les toiser symboliquement en lieu et place de la vitesse auparavant. Donc, je souhaitais avoir votre avis sur cette hypothèse qui est totalement personnelle et empirique, juste en observant autour de moi le parc automobile. Merci beaucoup, Louis. C'est une très belle question. Alors, moi, les SUV m'ont beaucoup intéressé et en fait, j'en ai fait un petit chapitre dans ma thèse qui s'appelle « Les propriétés sociales des conducteurs de 4x4 ». C'était pour être plus lisible vis-à-vis du jury parce qu'à l'époque, le SUV, ça parlait pas tant à quelqu'un. Je pense que c'est une très belle hypothèse. En fait, c'est l'idée que la vitesse ne pouvant plus être distinctive, il faut se reporter vers un autre élément distinctif. Alors, pour le tester empiriquement, il faudrait regarder en quelque sorte les carrières automobiles des individus. Quel véhicule je possédais avant d'avoir un SUV? Et alors, c'est bon, c'est tout personnel. J'ai un oncle qui possédait une très belle BMW M5, une BMW extrêmement puissante avec laquelle il faisait du 230 à l'heure. Son véhicule suivant, alors il a perdu le permis plusieurs fois, son véhicule suivant, ça a été, je vous le donne en mille, un gros SUV. Il faudrait tester ça. Il faudrait en quelque sorte regarder de façon longitudinale
quelle voiture j'ai et quelle voiture j'avais. Alors ça, ce serait des données rêvées, mais malheureusement, les enquêtes nationales de transport, alors il y en a une, je crois, qui permet de savoir quelle voiture j'avais précédemment, mais juste précédemment, hein, pas la N-1, pas la N-2, etc. Bah, merci Louis pour cette suggestion. Alors, il me semble dans l'ordre que c'est d'abord Jacques Gagneur qui avait levé la main, donc je vais me permettre de lui passer la main, puis après Laurent, voilà, on te laisse la parole. Ok, merci. 3 petites questions rapides. J'en rajoute une sur le SUV. Une petite recherche Internet ne m'a pas permis de trouver une autre raison du succès commercial de ces véhicules que celle que la clientèle féminine se sent sécurisée. Est-ce que sur les raisons de ce succès commercial, qui est effectivement très très marquant et industriellement 40% du chiffre d'affaires qui est sur ce type de véhicule, est-ce qu'il y a des explications complémentaires à la seule population féminine et son sentiment de sécurité? Une deuxième question et une troisième rapide. Une littérature mainstream un petit peu, mais pas scientifique, nous raconte que les jeunes se désintéressent déjà depuis au moins une dizaine d'années de l'accès à l'automobile à la manière des générations précédentes. Est-ce que là-dessus, il y a des éléments d'analyse et de compréhension? Est-ce que cette assertion est vraie? Est-ce qu'on peut la trouver confirmée d'une manière statistique ou pas? Et comment peut-on l'expliquer? Et la troisième chose, c'est peut-être plus une suggestion, mais c'est est-ce que vous avez pu tenter, je m'adresse à Johan, une confrontation de la littérature sociologique que l'on vient d'entendre avec la littérature des services marketing des conducteurs qui parlent du même sujet mais avec d'autres méthodes et d'autres mots et d'autres problématiques évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être tenté? Voilà, merci. C'est un peu long pour moi. Mais... Merci beaucoup, Jacques, pour ces questions. Alors, pour le premier point, il y a eu pas mal de littérature en sciences politiques avant tout sur la sécurité et le SUV. Comment ça se fait, en fait, qui fait un lien très fort, non pas avec la sécurité routière, mais en fait avec la sécurité face au sentiment d'insécurité, plutôt à une sécurité des personnes et des biens, et face aussi à un contexte géopolitique. En fait, on montre par exemple que le Hummer, hein, c'est une actualisation civile du Humvee, ce véhicule qui avait tout terrain de la guerre du Golfe, hein, et en fait qui essaie de montrer comment ce sont les discours autour de l'insécurité géopolitique, mais aussi des quartiers, qui ont favorisé la montée du SUV. Quand on y pense, il y a beaucoup de SUV qui ont des noms un peu, comment dire, bellicistes. Le Defender, le Patrol, on a cette logique, alors à la fois de l'appétit d'espace, hein, on cherche alors il y a pas mal de noms aussi de tribus indiennes, hein, le Cherokee, dans les SUV, mais il y a aussi ce côté je me protège, mais pas seulement de l'accident de la route. Je pense aussi que je me protège parce que je suis peut-être plus loin de la chaussée, plus loin des autres conducteurs, des autres usagers de la route. Il y a ces formes en quelque sorte de défiance, sociale. Enfin, c'est la thèse de quelques auteurs que j'ai plus tous en tête, mais si vous intéresse, hein, parce que je trouvais que c'était un lien assez audacieux, j'en ai un petit peu discuté dans un des chapitres de ma thèse. Pour le deuxième point que vous évoquiez, les jeunes et l'automobile. Alors ça c'est un de mes points c'est un de mes chevaux de bataille. J'ai publié un petit papier qui s'appelle « Les jeunes et l'automobile, un désir contrarié ». Alors pour montrer deux choses. D'abord, c'est souvent la sphère médiatique ou certains décideurs qui nous disent que les jeunes et l'automobile, c'est plus l'amour fou. Mais attention, il y a déjà plusieurs jeunesses. Et certes, il y a certaines jeunesses qui s'écartent de l'automobile. Mais en fait, c'est bien ce mot. Ils s'en écartent, mais ils y retournent avec des phénomènes, pour le dire vite, de rattrapage, par exemple de taux de détention du permis de conduire.
une collègue. Alors, j'ai étudié un petit peu, comme je crois que c'est Steve aussi qui évoquait ce travail sur le budget automobile. Et il y a un prédicteur très très bon du budget automobile, c'est l'âge. Et attention, pas n'importe quel âge, c'est plutôt la jeunesse. Et en particulier, alors c'est sûr, parce que la jeunesse, c'est aussi le moment où on s'équipe pour la première fois. On n'a pas tous ces mécanismes, par exemple, de reprise automobile. Et ceux qui dépensent beaucoup, toutes choses égales par ailleurs, dans les modèles que j'avais pu traiter, sont aussi des jeunes, et particulièrement des jeunes hommes. Je pense qu'en particulier pour les jeunes hommes, pas tous les jeunes hommes, pas les jeunes hommes franciliens ou parisiens qui, effectivement, peuvent se passer très souvent de voiture, au moins jusqu'à leurs 30 ans, pour le dire vite. Et dernière question, alors, la littérature des services marketing. Alors, j'ai eu quelques liens avec les constructeurs automobiles, mais jamais avec leur service marketing. Et j'ai eu des liens avec Goodyear, je crois, enfin un fabricant de pneumatiques sur les SUV. Mais je n'ai jamais été approché par ces services de marketing. Et je connais assez mal cette littérature qui, à mon avis, pourrait effectivement m'apporter. Mais je crains que les données… alors, d'une part, les données dont ils disposent, à mon avis, sont extrêmement riches. Mais d'autre part, elles sont extrêmement inaccessibles pour l'instant. Bien sûr. Ennuyeux. Mais oui, ils font des segmentations tout à fait intéressantes. Par contre, ils ne les donnent pas. Voilà. Ouais. Merci. Vas-y, Laurent, si tu veux intervenir. Oui, j'avais 2-3 remarques là dans la discussion. La première sur les SUV et les 4x4, moi, la différenciation que j'avais entendu parler, alors c'est pareil, j'aurais du mal à retrouver une source. C'est pas uniquement une question de genre, c'est aussi une question de sécurité routière pour les mamans taxis. Et donc, pour l'accompagnement des enfants, on cherche à avoir le plus robuste, qui se fait le moins embêté possible par les autres véhicules, si possible en les surplombant. Et si ça pouvait être un char d'assaut, ça marcherait aussi. Sur la désaffection des jeunes, je partage exactement ce qu'a dit Johan. Dans la plupart des cas, alors on l'a émis à un moment donné comme hypothèse de la stagnation du bilan de la circulation, puisque c'est un phénomène très compliqué, le peak car ou le peak car travel comme on l'appelle. Donc c'était une hypothèse émise pour essayer d'expliquer que ça se mettait à stagner vu qu'on avait beaucoup moins de jeunes qui accédaient à l'automobile. Et en fait, essentiellement, quand on regarde ça globalement au niveau statistique, c'est une question de retard et donc d'accès et au permis et à la motorisation un peu plus tard dans une vie stabilisée, dans la vie active et pas forcément celle des étudiants ou d'un début de vie un peu instable. Troisième remarque sur le marketing. Alors, les choses ont bien évolué, heureusement, mais si on recule d'une dizaine d'années, il se trouve que le marketing concerne bien évidemment les véhicules neufs et qu'à une époque, quand on parlait véhicules avec les constructeurs automobiles, le marché de l'occasion ne les intéressait pas beaucoup. Ça a bien changé, effectivement, mais en fait, quand on parlait d'automobile, de différenciation sociale, dans un premier temps, ils n'étaient pas passionnés. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il y a un vrai marché de l'occasion qui est bien plus important. Donc voilà pour ces remarques. Et j'avais une ou deux petites questions pour Johan. Il y a différents éléments qui vont un peu perturber le lien direct qu'on peut faire entre l'auto et la classe sociale. D'abord, c'est le rôle des voitures, en particulier le fait qu'on regarde des voitures principales ou aussi des voitures secondaires dans les ménages multi-équipés. Donc, il n'y a pas juste la différenciation neuf-occasion qu'il faudrait mettre en avant, mais peut-être la différenciation principale secondaire. Et puis, un autre sujet, mais en fait, on ne cherche quand même pas à obtenir le modèle parfait entre les classes de véhicules ou les modèles précis de véhicules et puis ce qu'on met en face du côté des individus ou des ménages, mais il y a peut-être aussi du côté donc individus et ménages un élément qui n'est pas dans ce que j'ai pu entendre de ta présentation
et qui peut-être pourrait intervenir et qui se place en termes de localisation résidentielle. À savoir qu'on ne va pas forcément avoir la même chose dans des villes-centres, dans des banlieues, dans des périurbains et dans du rural. Mais encore une fois, ce n'est pas une critique parce qu'on ne cherche pas forcément à faire le modèle le plus parfait possible entre l'explicitation des modèles de véhicules d'un côté et des catégories d'individus et de ménages de l'autre. Voilà, pour ces 2 petites remarques sur ton exposé. Merci beaucoup, Laurent. Alors peut-être que tu... Alors oui, je suis tout à fait d'accord pour femmes et SUV, l'essor de la figure de la maman taxi, la soccer mom, comme on l'appelle aux États-Unis. Alors, le monospace pourrait très bien faire l'affaire, hein, quand on y pense. On est quand même pas si loin d'un SUV, mais peut-être que vous pensiez à cette référence d'une sociologue de Stanford, Lachlan Jane, que je vous mets, mince, j'ai mis qu'à Simon pour l'instant. Hop, Caloui. Je vous la mets là dans le chat. C'est un article assez amusant avec quelques interviews de femmes qui ont justement des courses à faire avec leurs enfants. Et elles parlent de pourquoi justement j'utilise le SUV. Je crois vraiment effectivement qu'il y a quelque chose là-dedans, même si les femmes elles sont pas majoritaires parmi les conductrices de SUV, mais elles sont plus nombreuses que si on avait des véhicules de segment équivalent. Parce que c'est plutôt du segment assez haut, hein, le SUV, enfin initialement, en tout cas en 2007, hein, à la date de l'enquête. Et on a quand même une proportion de femmes plus élevée que ce qu'on atteindrait si on avait une série 5 ou une assez clairement. Alors, la distinction voiture principale, voiture secondaire, elle m'a donné du fil à retordre. Et alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai attaché chaque voiture à son conducteur principal. Et à la PC, par exemple, si dans un couple, la femme est employée, elle conduit une Twingo, l'homme est ouvrier, il conduit une Clio, eh bien, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai mis femme employée Twingo, etc. On pourrait faire, tu as tout à fait raison, Laurent, on pourrait faire quelque chose. Je vais essayer ça, je vais le faire tourner parce que ce n'est pas bien coûteux à faire. Je vais le faire en faisant un sous-champ des véhicules de premier rang et un sous-champ des véhicules de second rang, en pensant que peut-être l'homologie serait moins forte pour les véhicules de second rang. C'est-à-dire que finalement, on chercherait moins à tenir son rang pour les véhicules qui n'ont pas trop d'importance. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Ou peut-être qu'au contraire, dans certaines catégories sociales, ce qui est important, c'est même pour le deuxième véhicule, tenir son rang. On peut aussi imaginer comme ça. Ou le rang... je sais qu'il y a un très bel article d'une INSEE sur les déterminants budgétaires selon les inégalités au sein du couple. En fait, qu'est-ce que je dépense selon que c'est plutôt l'homme ou la femme qui gagne de l'argent relativement à l'un et l'autre. Et en fait, il y a un poste budgétaire qui est très friand des inégalités hommes-femmes dans le couple, c'est le poste automobile. Plus l'homme gagne de l'argent relativement à la femme, et plus le poste automobile est élevé. Et sous cette hypothèse, on peut penser qu'effectivement, peut-être même la voiture de la femme gagne à ce surinvestissement dans l'automobile. Je pense dans mon entourage à des couples où on achète 2 BMW quand même, quoi. On achète la BM pour l'homme un peu plus grosse, le SUV d'ailleurs pour la femme, hein, et bref, on peut imaginer peut-être des choses comme ça. Je garde en tête l'idée, en plus, merci beaucoup parce qu'elle s'opérationnalise très vite. Pour les localisations résidentielles, ça peut être fait aussi en ces formes de sous-champ. Je garde l'idée, dans mon souvenir, ce que j'avais fait pour l'article dans la RFS, c'était que j'avais fait des quintiles de kilométrage. J'avais regardé les 20% des voitures qui roulaient le plus, les 20% des voitures qui roulaient le moins, sachant que c'était très souvent lié quand même à des formes de localisation. Mais je garde en tout cas ces précieuses suggestions. Merci. Tu voulais réintervenir, Laurent, non? C'est bon? Non, je rebaisse la main parce que je vais bientôt parler. Si j'ai bien compris. Voilà. Alors juste, après, je ne veux pas réouvrir encore un océan de questions, mais c'est vrai que moi, si je pouvais me le permettre, je te reposerais des questions quand même sur les formes de segments que tu construis, quoi. C'est-à-dire en quoi, en fait, en étudiant l'objet automobile, en quoi tu serais intéressé à discuter du périmètre des classes sociales telles qu'on peut les entendre traditionnellement, ou même
l'adéquation ou pas des PCS à la construction des groupes tels que tu les observes. Enfin, tu vois, on sait qu'il y a plein de travaux là-dessus en ce moment en sociologie, notamment, tu vois, existe-t-il ou pas des classes sociales européennes? Hein, je pense aux travaux d'Étienne Pénissa, notamment, qui sont super intéressants là-dessus. Donc voilà, comment toi, tu utilises aussi l'automobile comme un objet pour discuter de très grosses questions de sociologie, tu vois, comme un prisme d'entrée. Et puis, ça m'amène aussi à te poser l'autre question. Tu nous as glissé comme ça, l'air de rien, dans ta présentation, que tu construisais toi-même ou que tu essayais sans doute avec d'autres collègues de construire des bases de données qui viendraient gommer certains des défauts que tu perçois dans les enquêtes à disposition, enquête nationale, transport, déplacement notamment. Donc, comment tu les construis? Avec qui? Combien ça coûte? Tu vois, est-ce que tu as des financements ANR? Est-ce que tu bosses avec des collègues d'autres universités? Ça peut être intéressant. Et puis, le dernier tout petit point, et après, je m'arrête, mais c'est ce que tu disais sur les carrières des individus. C'est quand même super intéressant, y compris pour tester ces hypothèses-là qui font débat, comme vous le disiez avec Laurent, sur les jeunes, quoi. Est-ce qu'il y a des affections ou pas? Donc, et là, la dernière question, c'est encore une question de méthode. C'est-à-dire comment toi, tu réinjectes un petit peu de qualitatif dans tes moulinettes calculatoires, quoi. Et puis, en gros, tu vois, à l'avenir, on sait qu'on est tous et toutes, du côté de la recherche ou de l'enseignement, on est tous invités à monter des très gros projets. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu te vois dans des grands projets comme ça, avec à la fois des quantitativistes, des qualitativistes, et sur quel type de questionnement? Voilà. Bon, voilà. Laurent pourra aussi intervenir sur le sujet, hein, parce que j'imagine que toutes ces questions-là, elles sont communes. Si tu veux nous en dire 2 mots, Johan, n'hésite pas, et après, on passera la main à Laurent, quoi. Merci, merci beaucoup, Steve. Alors, les nomenclatures, alors ça a occupé bien des semaines. Alors, je pense vraiment qu'in fine, enfin, je l'avais essayé, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné. On pourrait essayer de faire des nomenclatures qui émergent. C'est-à-dire qu'on prendrait les caractéristiques, j'ai envie de dire presque toutes nues des véhicules, et qu'on essaierait, modèle par modèle, de faire une sorte de classification qui viennent du terrain. Hein. Comment on mettrait le poids, la longueur des véhicules, on mettrait la puissance, etc. Et on arriverait petit à petit à construire des formes de segmentation. Je pense que ce serait sûrement un peu plus satisfaisant. Si j'ai choisi la segmentation A, B, C, D, etc., c'est parce qu'elle était présente dans quelques-unes des enquêtes transport, pas tout un. Il a fallu, je crois, que je recode quelques petits trucs à la main, peut-être beaucoup de trucs à la main, je ne sais plus, c'est un petit peu ancien. Mais je pense qu'une nomenclature ad hoc qui est issue des propriétés des véhicules pourrait vraiment être intéressant. Alors, sur les enquêtes, en fait, avec des collègues, on a fait une enquête qu'on appelle style de vie environnement, qui était adossée au dispositif Ellipse, enquête longitudinale par Internet pour les sciences sociales. C'était un équipement d'excellence de Sciences Po. Peut-être que vous connaissez ça, c'est un panel qui avait été constitué. On a attribué des tablettes et une connexion Internet à plusieurs milliers de ménages. Et les chercheurs pouvaient proposer des enquêtes à ce conseil, à un conseil scientifique qui dirigeait Ellipse. Et on a été retenu pour faire une enquête sur les styles de vie et l'environnement. Et dans ce style de vie et environnement, il y avait une toute petite partie transport. Je me suis occupé du questionnaire. J'ai repris quelques modules de l'enquête transport, même si évidemment, l'enquête transport est bien trop ambitieuse pour pouvoir la répliquer dans un panel où on doit répondre à l'enquête en 1 heure, hein, vous imaginez, en 1 heure sur tablette. Mais par contre, j'avais insisté pour qu'il y ait la couleur de la voiture. Voilà. Pour la première fois, enfin, j'ai vu la couleur des voitures et il y avait des modèles. J'en ai fait un tout petit truc avec Pierre Lannoy dans Socio l'automobile, mais il y a encore des choses à travailler là-dessus. Et oui, je crois vraiment, on a besoin en particulier d'enquêtes longitudinales. Je crois qu'il faut. Moi, je suis tout à fait prêt à travailler avec des collègues et je serais très très heureux de le faire. J'ai commencé à le faire un peu avec l'ADEME. Ils nous avait donné pas mal de moyens qui m'a permis de remettre un peu le nez dans le terrain qualitatif. Sinon, je suis effectivement plutôt un quantitativiste. J'ai toujours les mains dans R et dans SAS. Mais ça, comment j'essaie de choper des idées? J'essaie de lire là, hein, voilà, de relire Boltanski et pas que Boltanski, et puis plein d'autres. Voilà. En tout cas, oui, je crois vraiment qu'on a besoin de données longitudinales qui donnent quand même de la chair, hein, aux données quantitatives, aux données transversales. C'est aussi comme ça, je crois qu'on peut un petit peu
les faire parler, si on veut. Merci pour ces éléments de réponse. On a aussi Frédéric Errand qui intervient dans le chat pour nous dire, ou en tout cas pour s'interroger sur l'affaiblissement possible de la relation entre segment et puis CSP, qui pourrait être lié